Alors le film, écoute, c'est l'histoire d'un groupe de rock, de musiciens belges cinquantenaires qui font du punk depuis leurs 20 ans, qui ont l'opportunité, la chance inespérée, enfin, ils sont invités à Los Angeles faire une petite tournée dans des petits clubs de Las Vegas, San Diego, quelques dates. Et la veille du départ, le chanteur meurt, voilà, il meurt. Donc ça c'est le début du film. Ça c'est le début du film. Et voilà, et il décide en fait de faire quand même cette tournée. Et à partir de là, rien n'arrive comme ça. Ils décident de faire cette tournée quand même avec leur chanteur qui vient de mourir. Ouais, mais donc, donc c'est une comédie qu'on a voulu écrire, une comédie. Aller à la fois sur le deuil, mais aussi sur l'amitié surtout. Je dirais que c'est plutôt le sujet, c'est ça. Et voilà, je raconte pas trop l'histoire. En fait, Born Bad Records, c'est un éditeur indépendant, un mec qui est assez génial, qui fait tout seul et qui s'est attaché à rééditer toute la musique punk française. C'est-à-dire que des années 60. Des années 60, il a commencé avec le rock'n'roll sur les premiers morceaux des années 50. Par exemple, il a réédité un morceau le premier morceau de rock de l'histoire du rock français, qui est en fait un morceau de Henri Salvador, écrit par Boris Vian et chanté par Salvador. Mais lui, il a repris une version qui a été enregistrée par un Belge, dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez extraordinaire. Et il a fait que des rééditions comme ça de rock et punk français. Et donc, au niveau punk, parce que nous, nos personnages sont des punks, il a réédité les Olivenstein, Cobra, Cobra, c'est encore beaucoup plus contemporain. Parce qu'il ne fait pas que rééditer, il est aussi un éditeur. C'est lui qui produit des groupes comme Cheveux, les groupes comme, comment il s'appelle, les Cavaliers. Donc c'est devenu un... Magnétix, c'est devenu un collaborateur. Même si, quand on a monté le film, en fait, on a beaucoup été chercher chez lui des morceaux qui nous plaisaient pour existants. Mais c'est une mine d'or. Il faut aller voir le site de Born Bad parce que tout est sur écoute. Tu peux écouter, tu le mets chez toi en streaming. C'est génial. Ça nous a beaucoup aidé pour monter le film, parce qu'on avait envie que les personnages, même si c'est pas un film sur le rock, c'est pas un documentaire, c'est pas un film réaliste, mais on avait envie que les personnages aient une vraie culture rock et que cette musique accompagne le film en fait. Est-ce que vous lui avez demandé donc à Born Bad Records, j'imagine qu'il y a une personne en particulier qui a de travailler sur le film, en production, de demander à des musiciens de travailler sur le film et pas de prendre des morceaux existants? En fait, il nous a proposé il y a un morceau qui a été composé par les Cavaliers pour le film, mais sinon on a pris quasiment que des morceaux existants. Ouais. Donc, mais voilà, le JB de Born Bad, il est tout seul. Hein. Il est secrétaire, directeur, producteur, éditeur. C'est lui qui envoie les disques, qui fait les paquets. Il est tout seul dans sa boîte, c'est un vrai punk. Il a travaillé longtemps chez Universal. Il en a eu ras la casquette. Il s'est dit, je vais faire mes propres trucs. Il a fait le grand écart. Oui, il a fait le grand écart, mais en même temps, il a une vision très pertinente du marché du disque. Ouais. Bon, alors, nous, on est des cinéastes. On n'est pas des aficionados du punk. C'est pas notre culture. On s'est inspiré de cette culture parce que on a des amis. On raconte dans le film, les personnages du film sont des gens qu'on connaît bien, qui sont des fans de punk, et donc on s'est inspiré de ces personnages-là, et là-dessus on s'est greffé sur cette culture, et on s'y intéressait, mais c'est pas notre univers en fait au départ. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur le renoncement ou la fatalité ? Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, il y a quelque chose qui lui arrive en travers, et donc sur la destinée ou... Bah oui, c'est pas faux. Parce que quand on l'a écrit, la ténacité quasiment. C'est un film sur la ténacité, ça serait plus sur parce que le renoncement, c'est des gens qui renoncent jamais justement. C'est des gens qui malgré, nos personnages, ils ont 50 ans,
ils font probablement la même chose que lorsqu'ils avaient 17 ans, c'est-à-dire un groupe de rock. Ils ont envie de réussir ou pas, non, ils ont juste envie de faire du rock, en fait, ils ont envie de faire ce qu'ils peuvent, le succès arrivera peut-être, et là, en l'occurrence, dans le film, c'est un instant un peu critique de leur vie, puisque évidemment, enfin Los Angeles, et puis il y a quand même le chanteur qui vient de mourir, c'est un peu chiant, et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils sont confrontés au fait que c'est plus possible de faire comme avant, et donc c'est ça qu'on avait envie de raconter, parce que on s'est inspiré de copains à nous qui vivent un peu comme ça, c'est-à-dire qui ont une idée très précise de ce qu'ils ont envie de faire et qui font ça quoi qu'il arrive. Bah comme nous aussi. Bon, un peu comme nous aussi, c'est-à-dire on fait. La cité, t'obtiens jamais ce que tu veux. T'obtiens jamais ce que tu veux, et puis qu'est-ce qui compte au fond. C'est pour ça que dans le film, il y a aussi ce personnage de Pete Best qui est donc cet ancien batteur des Beatles qui a été viré des Beatles au moment de Love Me Do, donc en 61, et qui a raté en fait la carrière, puisque ce personnage, il traverse un peu le film comme ça, comme une blague ou comme un parrain en fait du film, parce qu'il raconte très bien, sa présence nous permet de raconter le fait que tu fais des choix dans ta jeunesse, et puis tu réussis, tu réussis pas, la destinée. Voilà. En fait, l'histoire, c'est que j'ai été à Los Angeles présenter un film, et j'ai été bloqué dans le Grand Nord québécois, enfin canadien, c'était pas le même endroit, mais c'est canadien, en avion. Il y a eu le truc. Et en fait, on trouvait ça assez marrant que les mecs aient un projet formidable. Et Los Angeles, c'est le rêve américain. Alors, pour le rock, c'est pas la même chose que pour le cinéma, mais il y a quand même, nous, il y a aussi une mythologie du rock. Une mythologie, oui. Ouais. Il y a une mythologie du rock, et voilà. Donc, on aimait bien cette accointance entre le cinéma et le rock sur Los Angeles. Donc, le fait qu'ils aient ce rêve-là, ce rêve américain, et que ça soit avorté par les aventures du film, ça nous plaisait bien. Et donc, on a été chercher autour du Nord québécois. On a fait des repérages parce que c'était écrit dans l'histoire, quoi. Et on a trouvé cette petite ville improbable qui est au milieu de nulle part. C'est même pas le bout du bout, c'est au milieu. C'est encore pire. Pas l'Odyssée d'Ulysse, mais quasi. On pourrait faire un peu un rapprochement par rapport aux Brothers, par exemple. Ouais. Non. Sur le film Where Are You? Je l'ai vu une fois, j'en ai pas un souvenir mémorable. Ouais. J'aurais du mal à faire le rapprochement, parce que je me souviens que c'est une métaphore un peu du voyage d'Ulysse. Ouais. Mais Ulysse, il rentre chez lui, et là, ils partent de chez eux. Donc là, ils veulent arriver à l'endroit qui incarne leur rêve, leur réussite, et ils arrivent dans l'endroit contraire, en fait. Dans un endroit perdu, mais c'est quelque part, c'est pas par hasard, parce que c'est là où ils doivent aller un peu. C'est là où ils arrivent, parce que vu ce qui leur est arrivé, ils peuvent pas non plus réussir comme si tout allait bien, vu que ce mec est mort. Enfin, donc pour nous, c'était plus qu'une métaphore. C'était un peu un endroit où ils sont perdus. Et puis ça vous permet de décortiquer complètement les personnages, du coup, vu que vous les prenez ça. Avec leur caractère, leurs différentes facettes, et que vous placez à l'autre bout du monde. À l'autre bout pourrait être leur une fois que tu enlèves le vernis de tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste les caractères de chacun et l'humanité de chacun. Oui. On n'a pas eu de censure de personne, mais on a eu des limites il y a des gags qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Donc on a dû réduire un peu quelques ambitions gaguesques, notamment musique. C'est pas des gags spectaculaires, mais c'est plutôt des gags musicaux. Par exemple, il y en avait un. Ouais. À un moment donné, comme il y a cette histoire autour de Pete Best, qui est là en fantôme, qui est peut-être dans un avion, parce que Pete Best, il était surnommé l'homme le plus malchanceux du monde. Alors il est dans l'avion, alors il porte poisse à nos personnages, parce qu'il est peut-être là ou pas, enfin bref, etc. Et on trouvait ça super drôle d'avoir un moment
où les Beatles entrent dans le film et on voulait à un moment donné où toi tu l'as vu le film, donc ils chantent, ils sont dans les toilettes et ils rencontrent peut-être le vrai Pete Best ou pas, il y a un doute, et on voulait qu'ils chantent Love Me Do, qui est le seul morceau que Pete Best, le batteur des Beatles, a enregistré avec les Beatles avant d'être viré et remplacé par Ringo Starr, et on voulait avoir cette musique, on voulait la fredonner. On voulait la chanter et voilà, et en plus c'est super, Love Me Do. C'est une histoire d'amour, quoi. C'est super. Ça coûte 20 000 € pour la fredonner. C'est 20 000 € en plus pour la mettre dans le film, même 5 ou 10 secondes, tu vois. Donc, bah, ça c'est. Pourtant, on a tourné la scène et l'acteur, on a tourné une scène bis au cas où on n'avait pas l'argent, si tu veux. Et puis on a monté la scène qu'on adorait. Enfin, c'était. Finalement, on en parle tellement qu'à la fin, ça va devenir mythique. Mais non, mais franchement, elle était super. Mais impossible de la mettre parce que c'est 40 000 € en plus, d'amende. Enfin, d'amende, c'est un procès après. Voilà, ça fait partie des regrets qu'on a sur le film. Et si on avait eu plus d'argent, on aurait mis de la musique, d'autres morceaux. Peut-être. Là, on est super content avec les morceaux qu'on a utilisés, mais c'est vrai que par exemple le morceau dont tu parlais là, on l'a pas monté pour des raisons artistiques, mais le morceau de Boris Vian dont tu parlais. Non, mais par exemple, on avait les femmes, c'est fait pour faire l'amour là de. Ah oui. On l'a pas mis parce que c'était 15 000 €. Il y avait aussi un morceau italien là, comment ça s'appelle, c'était numéro 1. Une scène où ils dansent la nuit là chez. Ouais. Enfin, en fait, musicalement, à un moment donné, on a dû quand même un peu revoir nos ambitions. Ouais. Parce qu'en fait. Bon là, le fait qu'on ait eu JB de Band Bad avec nous, on a fait un deal, quoi. Mais une bande son d'un film, ça coûte. C'est déjà énorme. Ça coûte tout de suite 150 000 € quoi, sur un film produit. Par morceau. Bah oui, c'est ça. Ça c'est énorme. Donc bon, là, on a eu un bon deal. On remercie JB qui nous a fait un super deal et que les morceaux sont super. Voilà. J'ai déjà réfléchi souvent à cette question, mais déjà moi entre mes 18 ans et mes 25 ans j'ai vu 3 films par jour à la Cinémathèque, donc en fait il y a toujours une référence. Non, c'est tout ça. Bah, par exemple je me souviens que je suis rentré sur l'école de cinéma en voyant Casanova de Fellini. Ça m'a transporté, j'avais 17 ans et je me suis dit je vais faire une école de cinéma, mais après il y a eu tellement de films qui m'ont bouleversé, sur lesquels je me suis accroché. Il y a eu toute une période où moi j'ai beaucoup travaillé le burlesque. Il y a eu toute une période où j'étais un inconditionnel de Tati. Et j'ai travaillé sur des courts-métrages. Mes premiers courts-métrages étaient burlesques. Bon, ils étaient ratés, j'avoue. Mais c'était quand même une réflexion sur la comédie visuelle. Et donc voilà, après, on a eu toute une période où on a été très admirateur, en tout cas moi, de Kubrick, de Lynch. Voilà, c'est des classiques de toute façon, hein, on est tous passés par là, je crois. Après, la question, c'est peut-être pas le film qui t'a éveillé au cinéma, mais les films qui continuent à. Tu vois, il y a des gens qui disent c'est un rendez-vous de cinéma, et ben quand on y va, ça nous parle et ça nous nourrit, tu vois. Les frères Cohen, évidemment, ça reste la base, parce qu'on les regarde, on voit ce qu'ils font, on voit à quoi ils réfléchissent, on voit comment ils construisent leurs histoires. Enfin, c'est merveilleux de voir que les films de frères Cohen, c'est tout ce que déconseillent les manuels de scénario, parce que quand tu réfléchis... Il a un petit côté Lebowski quand même. Mais il n'y a pas que, enfin tu vois, par exemple Tarantino, on adore Tarantino aussi, parce que quand tu vois un film de Tarantino, c'est des sortes... Quand une séquence commence, c'est une sorte de gâteau, tu vois, il propose de manger ça va pas durer 1 minute. La scène, elle prend une ampleur et ça va monter. Tu sais, tu dis, ça monte, ça va aller. De gâteau, quoi, alors tu vas la jusqu'à où ça va aller. Ça, c'est merveilleux. Donc c'est plus des trucs anglo-saxons en tout cas. Ouais, mais en même temps, par exemple, en faisant ce film-là, on a beaucoup pensé à Bourvil et Louis de Funès, à la comédie française, qui est encore, c'est la Grande Vadrouille, oui, c'est ça, oui. C'est vrai.
On a beaucoup, on rit encore. Quand on était nous-mêmes, on fait des blagues. Fantomas, tu vois, Fantomas à Scotland Yard, parce qu'on avait des VHS et c'était une des seules VHS qu'on avait, c'était Fantomas à Scotland Yard. Donc là, on voulait pas faire du cinéma, on avait juste 12 ans et puis on regardait Fantomas à Scotland Yard, ça nous a hurlé de rire. Et les blagues. Ça nous a nourri, mais c'est pas ce qui a déclenché. Mais les blagues, ouais, mais en même temps, quand on, avec notre cousine par exemple, qui a vu aussi la même VHS qu'on se prêtait, tu vois, quand on évoque des phrases. Mais même, je suis sûr, parce que Éric Judor, à un moment donné, il était attaché au film, puis parce qu'il est parti tourner le sien, il n'est pas rentré dans le film, mais c'est des choses, tu parles avec lui de ce genre de film, il a été nourri aussi. Il a été nourri, donc c'est la même référence. C'est des mêmes références. C'est des choses. C'est ça. Mais bon, enfin. En fait, c'est une question un peu bizarre parce que. Maintenant, il y a, Jacques Audiard, il est indépendant. En même temps, il est financé par Canal+. Ouais, il est très bien produit. Alors, indépendant, est-ce que ça veut dire mal produit? Enfin, c'est pas très clair comme question, je trouve, parce que c'est pas très défini. Même un film comme le cinéma des frères Cohen, c'est indépendant, mais c'est quand même produit par les plus gros studios aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Y a pas... Oui, c'est assez rare, mais il existe quand même, tu vois. C'est pas la ligne, elle est quand même vachement confuse. Ça veut dire en marge de quelque chose. Mais... La distribution classique, on va dire. Nous, on est indépendant dans le sens... Mais dans le sens où on n'a pas été financé par les télés. Ouais, c'est pas... La distribution classique aussi. Enfin, on n'a jamais été confronté à quelqu'un qui nous dit, voilà, en tant que groupe ou en tant que studio hollywoodien, on vous finance, on n'a jamais été confronté à cette question de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on fait des films tels qu'on peut les faire, mais... Ouais, nous on est encore à essayer de faire ce qu'on peut faire. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Tu vois, notre film, on l'a porté partout où les films se financent, en France. C'est vrai que la réponse a été négative. Et donc du coup tu te dis bon, ok. Voilà. Ils veulent pas faire ce film. Après tu réfléchis pourquoi? Parce que ce film, en France par exemple, c'est vrai que les comédies sont faites pour quand même passer en prime time à la télévision, donc ça cadre le récit, et puis ça cadre aussi l'humour, et puis ça cadre... Nous on a eu beaucoup de problèmes sur tu vois, nos personnages qu'on trimballe, et puis comme tu disais, en fait ils promettent d'aller quelque part, mais ils vont aller pas du tout là où donc ils réussissent pas du tout, enfin on a réfléchi un moment à remplacer Wim Willard par Isabelle Huppert, ça marchait moins bien. Voilà. Mais là on aurait peut-être pu trouver le financement. Enfin, voilà, donc voilà, aussi on fait des choix de comédiens qui sont pas enfin, Bouli est un petit peu connu en France, et peut-être le plus connu en France des Belges, avec Benoît Poelvoorde. Encore, je pense qu'il est quand même pas aussi connu que Benoît Poelvoorde, mais voilà, les autres comédiens sont pas du tout pour la télé, ça va. T'en foutais quoi, non. Et donc du coup, pas de partenariat télé, quoi. Aucune télé. Juste la RTBF en Belgique qui nous soutient. Ouais, et puis vous avez quand même une sortie en France aussi. Oui, mais c'est grâce à la distributrice qui aime le film, elle le fait par... Elle a lu le scénario, ça l'a fait marrer. Et elle s'est dit, moi ça me fait marrer. D'accord. Voilà. Vous distribuez donc... J'y vais, et puis on verra. Une soixantaine. On a une bonne sortie, on a une bonne sortie. Pas mal. Mais c'était improbable, enfin, à un moment donné. En plus... c'est de la tambouille interne, mais quand même on a été pendant un temps produit par d'autres producteurs français et belges, et même québécois. On a eu un autre package, puis tout s'est effondré, mais pendant cette période-là, ça durait peut-être 2-3 ans. C'est quasiment la même histoire. Enfin, c'était le même scénario, on changeait 2-3 trucs, on améliorait des trucs, mais voilà, personne n'en voulait, et ils nous disaient, même les distributeurs n'en voulaient pas. Puis à un moment donné, on a changé les producteurs français, on a changé les producteurs belges, on a changé les producteurs québécois. Puis voilà, ça a pris. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci.